Je vais passer la parole à plusieurs interlocuteurs de terrain ce matin qui mettent en œuvre le plan régional santé-environnement, chacun pour leur institution, avec en particulier donc, la présence de Leïla Danier, qui représente la région Sud. Nous aurons aussi Bruno Fabre de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à la table ronde, Patricia Sarro-Salone de la ville de Nice, Gilbert Angard de l'association Élus Santé publique et Territoire, et Élodie Bourgeois, donc de l'Agence nationale de la cohésion territoriale. Donc nous allons successivement en fait faire des présentations de chacun des rôles que vous avez dans le cadre de la déclinaison des plans régionaux santé-environnement, soit directement, soit indirectement en apportant des outils finalement de mise en œuvre de ces plans régionaux santé-environnement. Et ce que je vous propose, c'est qu'après chacune de vos présentations, nous aurons ce temps d'échange entre les intervenants. Un temps d'échange est prévu également avec la salle, donc n'hésitez pas à faire passer vos questions sur le chat. Nous allons les traiter au fil de l'eau pour réserver les 40 dernières minutes de cette table ronde à interagir avec la salle et à faire rebondir les participants, les intervenants de cette table ronde. Merci beaucoup d'être là. Je vous prie d'excuser la DREAL. Nous avions prévu d'avoir une DREAL à la table et j'ai une pensée particulière pour mes collègues de l'environnement avec qui on travaille de façon très étroite au niveau des territoires pour la mise en œuvre de ces politiques santé-environnement. Donc, je passe la parole à Leïla Danier, qui est chef adjointe du service recherche, enseignement supérieur, santé et innovation à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, Mesdames les Présidentes, Madame la députée, Monsieur le Directeur général des services, bonjour. Mesdames, Messieurs, merci Muriel de nous avoir conviés à cette table ronde. Je suis accompagnée aujourd'hui par Virginie Pouget, qui est le fer de lance et sur cette politique santé-environnement menée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, je te laisse passer la page. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a des spécificités territoriales, avec des ressources, mais aussi une forte exposition à des risques climatiques et à des risques environnementaux. Elle a également, et c'est ce qui la caractérise, elle présente des inégalités sociales et territoriales de santé. Et c'est sur cette base-là qu'on a mis en place et que les élus régionaux, en 2014, ont souhaité mettre en place une politique en santé-environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région, comme toutes les collectivités, ont à la fois des compétences obligatoires et des compétences volontaristes. Et sur ces compétences volontaristes, il y a une intervention en matière de santé et en priorité en matière de santé publique. Donc, la politique santé-environnement qui a été menée par la région au démarrage en 2014, c'est d'abord appuyé sur son intervention en matière de santé publique. Donc, elle a essentiellement porté sur des actions en matière de prévention et d'éducation à la santé-environnement. Pour répondre, il y a tout un processus qui s'est mis en place où il a fallu à la fois pour les élus définir des priorités et pour la région organiser une intervention de cette politique de santé. Et le propos aujourd'hui, c'est de vous présenter tout le process qui s'est mis en place. Tout d'abord, on a organisé une concertation sous la forme d'audition. Pourquoi sous la forme d'audition? Parce que pour la région, c'était un champ nouveau en 2014. C'est-à-dire qu'on avait des élus qui avaient une culture de l'environnement, on avait des élus qui avaient une culture de la santé, il fallait mettre en place une culture de la santé-environnement. Ensuite, on avait des compétences santé, on avait des compétences en matière d'environnement, énergétique, de technicité, mais on n'avait pas de compétences en santé-environnement. Le fait d'avoir fait des auditions a permis à la région d'avoir connaissance de ces compétences nécessaires sur le territoire pour mettre en place une politique. Ensuite, et ça sera développé après mon intervention, il a fallu aussi disposer de connaissances et d'expertise.
en 2014, on était au plan régional, au deuxième plan régional santé-environnement. Il me semble que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était l'une des premières collectivités à s'inscrire de cette taille, à s'inscrire dans une politique santé-environnement. Et la région dispose de centres ressources régionaux en santé. L'un, l'Observatoire régional de la santé, qui est plus spécialisé dans l'observation, et l'autre, le Comité régional d'éducation pour la santé, qui est plus spécialisé dans l'éducation et l'accompagnement méthodologique. Donc, on a mobilisé ces deux centres ressources pour qu'ils construisent des outils, à la fois pour la collectivité, mais pour les acteurs du territoire, pour qu'on puisse créer et disposer d'expertise et de connaissances en santé-environnement. Donc ça a été la première phase. Une fois que ça s'est mis en place, et comme toute collectivité, il a fallu définir avec les élus des priorités politiques. Et c'est pour ça que dans mon propos, je vous ai parlé de compétences obligatoires et de compétences de politique volontariste. Ces priorités ont été construites en lien avec ces compétences. Alors aujourd'hui, en 2021, ça paraît, on va dire, simple, naturel. Il faut savoir qu'en 2014, même en 2013, on a engagé la réflexion en 2013. Il faut savoir qu'en 2013, ce n'était pas simple de dire qu'est-ce qu'on fait en santé-environnement, qu'est-ce qui est pertinent par rapport aux politiques. Et entre la politique santé qui était menée par la région et les compétences comme les transports ou comme l'éducation avec le patrimoine des lycées, il a fallu aussi créer des passerelles. Donc, on a défini des priorités politiques. À l'époque, et puis je reviendrai sur nos priorités actuelles, parce ça fait 3 mandats qu'on a un plan régional santé-environnement. À l'époque, on a plutôt axé nos priorités politiques sur les questions d'alimentation, d'abord en lien avec les enjeux de territoire, mais aussi en lien avec la politique de santé de la région, qui avait 2 axes. La santé des jeunes, au regard de sa compétence en matière d'éducation et de formation professionnelle. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a défini ces priorités, il a fallu les négocier avec l'Agence régionale de santé, notamment, pour qu'on puisse avoir un croisement entre les priorités de la collectivité et les priorités du deuxième plan régional santé-environnement, pour qu'on puisse s'inscrire en copilotage. Et ce travail a été fait à un niveau des services et aussi à un niveau politique. Enfin, pour terminer, il a fallu définir des outils et des financements. Donc ça, c'est un schéma classique de notes d'arbitrage. Et au niveau des outils, je préciserai dans la suite de mon propos, il a fallu définir des modalités d'intervention qui s'inscrivent dans le cadre du plan régional santé-environnement, mais qui correspondent aussi au cadre de financement des collectivités. Et je pense que ce sera un point qui sera développé plus précisément dans cette table ronde. On a mis en place ce qu'on appelle un cadre d'intervention qui acte et qui rend lisible l'intervention de la région. Et on a mis en place régulièrement des appels à projets croisés avec nos partenaires que sont l'Agence régionale de santé et l'ADREAL. Ce que je vous propose là, c'est de vous présenter les quelques outils qui ont été mis en place par la région en partenariat avec l'Agence régionale de santé et l'ADREAL pour apporter de la connaissance et de l'expertise aux décideurs de cette politique régionale de santé et aux partenaires des territoires. Je laisse la parole à Virginie Pouget. Bonjour à tous. Donc, comme l'indiquait Madame Lallier, la région a donc cofinancé la création d'un certain nombre d'outils, donc à la fois des outils d'observation, mais aussi de perception, et qui ont vraiment et qui continuent de constituer une aide à la décision et à la mobilisation de tous les acteurs à l'échelle du territoire en santé-environnement. Donc, l'Observatoire régional de la santé, tout particulièrement, à travers son système d'information régionale en santé, s'est doté d'un set de 90 indicateurs spécifiques en santé-environnement, donc sur différents thèmes, risques naturels, logement, qualité de l'air, et vraiment ce qui permet en fait pour tout acteur d'éditer des portraits de territoire en santé-environnement à façon, c'est-à-dire à différentes échelles géographiques, et ainsi de disposer de données et de vraiment percevoir les priorités et les besoins spécifiques à leur territoire. L'ORS a également travaillé sur un tableau de bord en santé-environnement. Alors, vous voyez, la première édition datée de 2004, et en 2016, on a donc participé, cofinancé sa réédition. Ce tableau de bord, c'est des informations et des données disponibles en santé-environnement et qui permettent vraiment un suivi de l'évolution de la situation santé-environnement en région.
et qui va permettre de disposer de cartes interactives, d'atlas avec des cartes commentées, de graphiques, etc. Et quand je parlais de perception en introduction là, de la diapositive, c'est le baromètre santé-environnement. Donc, celui-ci avait été édité une première fois en 2007 et nous avons donc souhaité le rééditer 10 ans plus tard, en 2017, afin d'avoir un peu une connaissance de l'évolution de la perception de la santé-environnement par la population du territoire. C'est donc une enquête sur leur connaissance, leur perception de ces liens entre la santé et l'environnement pour mieux connaître leurs préoccupations et ainsi mieux répondre aux besoins d'information. Et c'est aussi pour nous orienter, en tout cas mieux définir les orientations de la politique régionale santé-environnement. Donc voilà les outils essentiels, je dirais, d'observation et de perception de la santé-environnement soutenus à l'échelle du territoire. Je redonne la parole à Leïla Danier pour aller plus loin sur les priorités santé-environnement qu'a retenu la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Virginie. Alors, ce que j'ai indiqué en introduction, c'est que la région, quand elle s'est engagée dans sa politique santé-environnement et dans le plan régional santé-environnement, elle avait comme priorité l'alimentation. Depuis, la situation a évolué et dans le 3e plan santé-environnement, il y a eu une volonté politique d'élargir le spectre d'intervention de la région sur cette politique. Parallèlement, se mettait en place le 3e plan régional santé-environnement qui proposait 107 actions. Donc, il y a eu beaucoup de discussions à cette époque avec l'Agence régionale de santé. C'était de savoir comment la région pouvait avoir une lisibilité de son intervention dans cette politique nationale et dans cette déclinaison régionale, tout en tenant compte de ses enjeux en lien avec ses compétences obligatoires. Il y a eu toute une discussion à la fois politique et technique, hein, c'est vraiment cet aller-retour qui est important pour une collectivité, de définition de priorité. Et c'est pour cette raison qu'on a conservé l'alimentation au regard de la compétence de la région, ce que je disais en matière d'éducation et de formation des jeunes. Et on a mis en place, on a introduit une 2e priorité qui est la qualité de l'air. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé avec l'ADREAL et avec l'ARS sur ces priorités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a de réels enjeux sur l'amélioration de la qualité de l'air, notamment dans les principales métropoles. Ensuite, il y avait des enjeux qui étaient importants pour la collectivité. Je dirais pour la région, c'était l'implication des citoyens. On est quand même sur une politique très technique, alors qu'une collectivité, elle est dans une mise en œuvre de politique de proximité. Et le 3e plan régional santé-environnement, il pouvait être difficilement accessible pour le citoyen. Je crois que c'est important dans ce séminaire d'aborder cette question-là. Parmi ces 107 actions qui étaient possibles à mettre en œuvre, à décliner sur les territoires, il a fallu faire un choix, et le choix qui a été fait par la collectivité, c'est de dire on continue, on poursuit, on déploie la santé-environnement dès lors qu'on puisse avoir des axes d'intervention qui impliquent les citoyens. Et je me souviens de ce qui était dit à l'époque par le cabinet du président et qui parle aux citoyens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place le baromètre santé-environnement. Ensuite, sur les priorités de la région, il y avait l'idée, c'est ce que je vous disais, de s'inscrire en transversalité avec les autres politiques qui sont menées. Et d'ailleurs, monsieur le professeur Jérôme Salomon l'a abordé en introduction de la séance. Pour terminer, je parlais du plan cancer régional. Pour définir les priorités d'intervention de la région, on s'est inscrit en transversalité avec 2 politiques plus générales mises en place par la région, à savoir le plan cancer régional, et cela dès 2016, et le plan climat. Et vous verrez dans la présentation des actions qu'on finance, certaines actions sont en lien avec le plan cancer régional. Je laisse Virginie terminer, je crois qu'on déborde un peu. Alors, on va aller rapidement. C'est vrai que depuis 2014 et l'engagement de la région en santé-environnement, on a constaté des évolutions. Donc, si la santé-environnement, c'est vraiment une préoccupation majeure des habitants et qui s'est confirmée à travers le dernier baromètre santé-environnement, jusqu'à même une volonté d'être acteur pour améliorer la situation, il nous semble que ce sur quoi on doit continuer, poursuivre nos efforts, c'est l'engagement des collectivités territoriales en santé-environnement. Et donc, avec les pilotes du PRSE,
on a eu ce souhait et cette volonté d'accompagner les collectivités territoriales. Alors, encore une fois, en s'appuyant sur les centres ressources régionaux de santé, ce qui a permis, avec l'Observatoire régional de la santé, de créer un guide d'accompagnement des collectivités à l'état des lieux en santé. Et on est même allé plus loin sur 2019-2020, même ça s'est finalisé en cette début d'année 2021, en accompagnant les deux métropoles, métropole Aix-Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur, à la réalisation de deux diagnostics en santé-environnement. Donc, à la fois pour identifier les principaux enjeux sur ces métropoles et leurs sous-territoires, et ça s'est fait autour de 4 étapes. Voilà, à la fois mieux connaître les actions qui étaient déjà mises en place, voire même mener des entretiens qualitatifs avec tous les acteurs ou une partie des acteurs de ces métropoles. Et puis, le comité régional d'éducation pour la santé a mis en place un site, donc le site Célestère, ou Construisons ensemble l'environnement et la santé des territoires, où là, l'idée, c'est d'accompagner les collectivités en mettant à leur disposition des témoignages de différentes collectivités qui ont pu mener des projets sur les grandes thématiques de la santé-environnement, que ce soit sur l'air extérieur à travers un plan de déplacement urbain, sur la qualité des eaux de baignade pour une commune du golfe de Saint-Tropez. Enfin voilà, on vous a listé un certain nombre de projets sur des thématiques différentes et on a des vidéos, en fait, vraiment témoignages, quelque chose de très ludique, avec un apport méthodologique aussi. On souhaitait vous indiquer donc quelques actions emblématiques que du coup on a pu cofinancer à travers la politique régionale de santé et l'appel à projet du plan régional santé-environnement donc qu'on lance conjointement avec l'Agence régionale de santé et l'ADREAL. On a par exemple l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui mène une plateforme couple, reproduction, enfants, environnement et risques, donc des consultations pluridisciplinaires de prévention des risques reprotoxiques en période préconceptionnelle et au cours de la grossesse. On a aussi, on en parlait sur la question des cancers, l'école des hautes études en sciences sociales, donc, qui porte un projet, le GISCOP 84, qui est un groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle dans le Vaucluse. Donc voilà, à la fois avec des objectifs de connaissance, de reconnaissance et de prévention aux expositions professionnelles et environnementales à des cancérogènes. Et le secrétariat permanent de prévention de pollution des industriels, donc qui porte un projet réponse où là, on va être plutôt sur de la concertation à l'échelle d'un territoire particulièrement impacté par la pollution. Donc vraiment une démarche de concertation et de mobilisation. Et enfin, là, c'est quelque chose qui nous reste quand on intervenait particulièrement sur l'alimentation, c'est le soutien qu'on apporte au Crous Aix-Marseille-Avignon pour une proposition quotidienne d'aliments d'origine biologique dans les restos lus et également de la sensibilisation et de l'animation sur les questions d'alimentation durable auprès des étudiants. Donc, juste 2 mots pour conclure. On a démarré le travail avec l'Agence régionale de santé et l'ADREAL sur la déclinaison du 4e plan régional santé-environnement. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux pour la région qui peut être intéressant de présenter aujourd'hui. Et là, on partage complètement l'approche et la priorité de l'Agence régionale de santé. C'est comment on continue à mobiliser les collectivités, je pense aux communes et aux intercommunalités. Et il me semble qu'une réflexion est à mener. Quelle place peuvent prendre ces collectivités dans la gouvernance du prochain plan régional santé-environnement? Je me souviens, et Muriel était à l'époque, on travaillait ensemble sur ces questions, ça nous paraissait exceptionnel qu'une région soit copilote d'un plan régional santé-environnement. Je pense qu'il faut se poser la question de la place des départements et des métropoles dans le pilotage du prochain plan santé-environnement. Ensuite, il y a un enjeu qui est très important et que nous, on va essayer pour lequel on va essayer de sensibiliser les élus de la collectivité. De notre côté, c'est bien sûr en lien avec le Ségur de la santé, comment on peut accompagner la transition écologique des établissements de santé, notamment avec les investissements qui vont être mobilisés sur la modernisation et l'adaptation des établissements de santé. Et le dernier point qu'on commence à travailler en interne et qu'on a introduit par le développement de connaissances, c'est le concept de One Health dans un contexte épidémique, comment on peut apporter de la connaissance et diffuser de la connaissance sur ce concept. Voilà, je vous remercie de nous avoir laissé présenter l'intervention de la région et on est ouvert à toutes vos questions.
Je vous remercie beaucoup. Merci Leïla Danier et Virginie Pouget. Vous êtes donc les chevilles ouvrières au niveau de la région sud de la mise en œuvre de ce plan, avec l'avantage de cette continuité que vous avez évoquée sur 3 ans, qui permet notamment de mobiliser des budgets et de stabiliser les actions, que ce soit au niveau des acteurs sanitaires, des centres hospitaliers qui s'impliquent, on l'a vu sur la plateforme reprotoxique que vous avez présentée, des associations qui mènent des actions ambitieuses et qui ont besoin d'avoir cette continuité financière pour laquelle aujourd'hui on n'a pas vraiment d'outils en santé et environnement. Je voulais également remercier l'implication de la région. C'est vrai qu'au niveau des territoires, l'implication des régions, et je pense que ce serait peut-être utile de présenter aux régions de France, avec Carole Delga, qui est la nouvelle présidente des régions de France, le 4e plan national santé-environnement, de façon à ce que chaque région puisse prendre sa place aux côtés des institutions que nous sommes, puisque les régions sont chefs de file, à la fois en matière d'aménagement du territoire, de qualité de l'air, et donc c'est peut-être une action qu'on peut conduire dans l'année à venir pour favoriser cette déclinaison régionale. Merci beaucoup Leïla et Virginie. Vous pouvez rester en ligne si vous le souhaitez. Nous aurons un débat dans la suite des présentations de cette table ronde. Merci. Bruno Fabre, tu es responsable du pôle santé-environnement à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, ingénieur sanitaire, et à ce titre chargé de coordonner la déclinaison des plans régionaux santé-environnement en lien notamment avec l'ADREAL. Vous avez mis l'accent depuis plusieurs années d'ailleurs sur la territorialisation du plan régional santé-environnement au niveau des élus, et donc focaliser finalement vos politiques, et je crois encore plus aujourd'hui, sur la mobilisation des élus, leur sensibilisation, leur formation dans le domaine de la santé environnementale. Est-ce que tu peux nous présenter quelques outils que vous avez partagés, puisque l'idée de cette table ronde, c'est bien de partager avec les autres acteurs de terrain l'ensemble des leviers dont on peut disposer pour décliner ce plan au niveau local. On peut partager l'écran. Est-ce que vous m'entendez là? Parce qu'on a un petit souci de micro. C'est bon? J'enlève le masque juste le temps de ma présentation. Voilà. Anonyme. Oui, alors effectivement, on a dès notre PRSE 3 intégré le principe de chercher à faire porter les enjeux de santé-environnement dans les territoires. Et ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas pour rien qu'on en parle aujourd'hui, mais on est vraiment content dans notre région de voir que le PNSE 4 intègre cet enjeu qui va nous aider à poursuivre nos efforts sur ce sujet. Alors, les principes qu'on a essayé de travailler depuis quelques années consistent à essayer de faire en sorte qu'on démultiplie l'action en santé-environnement partout dans les territoires. On est sur la première bientôt. Je n'ai pas la main avec le pilule là. C'est moi qui la main. On est sur la première bientôt. Bon, de toute façon, j'ai que 2 diapos, donc c'est pas très grave. Peut-être que vous voyez? Non, toujours pas. Mais c'est pas grave, gardons cette diapo-là, hein, c'est le centre de ta question. D'accord. Donc, bon, le principe, okay. Donc, le principe, c'est vraiment de faire en sorte que, puisque les acteurs des territoires, dans leur politique et leurs actions, jouent sur les déterminants environnementaux de la santé, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils s'impliquent sur ce sujet, à travers une logique d'approche un peu systémique, de santé globale, One Health, comme on disait, de promotion de la santé, avec les enjeux de changement climatique qui nous rejoignent évidemment. Donc, nos objectifs dans cette territorialisation, c'est d'abord de mobiliser l'État. On a quand même cette mission de piloter une politique de santé environnementale.
Donc, mobiliser l'État dans les territoires et leur faire mener une mission d'animation territoriale. C'est vraiment le terme d'animation que je mets en avant, que ce soit les préfets, les DDT, enfin tous les services de l'État qui sont présents auprès des territoires. Avec leur aide, de mobiliser les collectivités et les acteurs locaux plus généralement pour agir en santé environnement dans cette logique de démultiplication. On a un objectif de construire des outils pour aider les acteurs à mener des projets et, on en parlera certainement, de trouver les moyens d'accompagner ces acteurs, en particulier les collectivités, dans leur politique et dans leurs projets en santé environnement. Voilà quels sont nos objectifs. Alors, si on peut changer de diapo. Alors pour agir, on a plusieurs moyens d'agir et le PRSE trouve sa place dans ces moyens. D'abord, il ne faut pas omettre d'outils qui sont de nature régalienne, mais également pour les acteurs locaux avec des corpus réglementaires, la possibilité de donner des avis, d'intervenir dans la gestion d'alertes sanitaires ou environnementales, de programmer des actions, des politiques locales qui sont toutes propices pour évidemment porter les enjeux de santé environnement. Après, on cherche quand même à outiller de façon plus précise au-delà de ces outils un peu classiques, outiller les acteurs de territoire. Et ça, c'est un peu le cœur de ce qu'on construit dans notre PRSE. Donc, dans notre région, notre PRSE 3 a été consacré à la création d'un certain nombre de dispositifs. Le premier, ça rejoint ce qui a été dit sur PACA, avec le réel besoin de mettre à disposition des acteurs locaux des données d'observation. On appelle ça observation santé environnement dans notre région, avec des indicateurs socio-économiques et d'environnement qui sont mis à disposition sur une plateforme à l'échelle communale, intercommunale, départementale. On a mis en place aussi un dispositif d'éducation et de promotion de la santé environnement qui est là pour justement aller au-delà de toucher les acteurs, mais de toucher aussi la population via tout un tissu d'acteurs éducatifs mobilisés autour des questions de santé environnement. Je pourrais revenir un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Et là, pour toucher les habitants des territoires. On a travaillé sur un projet de formation en ligne des élus à la santé environnement. J'ai apporté quelques plaquettes pour les personnes qui se sont déplacées à Paris. Et sinon, c'est tout en ligne sur le site internet du PRSE 3 Auvergne-Rhône-Alpes. On a travaillé sur les questions d'inclure les questions de santé liées à la qualité de l'air dans la dynamique des plans climat, air, énergie territoriaux. On a dans notre région encore et toujours un travail qui a été rattrapé par la publication de la réglementation sur la lutte contre l'ambroisie. On essaye de former les professionnels du bâtiment aux enjeux de la qualité de l'air intérieur et actuellement, on essaye de creuser avec l'expérimentation de terrain les questions d'intégration des déterminants de santé dans tout ce qui est urbanisme et aménagement. Et puis, troisième modalité, et ça je vais insister dessus, d'intervention, c'est on fait le constat que les collectivités, au-delà des outils, ont besoin d'un accompagnement en termes d'ingénierie qui inclut cette question d'animation territoriale, c'est-à-dire qu'en tant que là je me place un petit peu au niveau des services de l'État, hein, on a cette attente de leur part d'un accompagnement justement pour les aider à décliner ces outils et à monter des projets. Au bout du compte, on a une ambition de construire progressivement dans le territoire des réseaux d'acteurs qui soient opérationnels et impliqués en santé environnement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se décrète pas non plus. C'est par la pratique et l'accompagnement qu'on va essayer on essaye d'ores et déjà de faire progresser la prise en compte des enjeux de santé environnement dans les territoires. Voilà, en quelques mots, notre logique d'intervention, les outils qu'on a essayé de mettre en place dans la région. Donc, je vous mets sur certains si vous le souhaitez. Effectivement, c'est de détailler ce
crois qu'on peut avoir développé des outils analogues, et je trouve que c'est pas spécifique avec le repris dans d'autres territoires. Alors, j'en ai fait la liste, hein, mais on peut mettre en avant l'outil d'observation santé environnement, donc j'en ai dit quelques mots, hein, c'est une plateforme d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un webinaire régional de présentation de cet outil qui en fait, à la base, s'appelle Balise, qui est depuis pas mal d'années un outil de mise à disposition de données de santé, d'indicateurs de santé dans les territoires qu'on a, dans le cadre du PRSE, complété avec un partenariat avec l'ORS et le CEREMA, complété sur 26 indicateurs pertinents en matière d'environnement. Voilà, donc, encore une fois, cette mise à disposition des données doit permettre au territoire, à l'échelle souhaitée, d'avoir la possibilité de faire un état des lieux, de mettre en place un diagnostic avec les partenaires du territoire et de définir leurs propres priorités d'action. En santé environnement, dans une région comme la nôtre, c'est pareil pour toutes les régions aujourd'hui, c'est tellement vaste qu'il y a de toute manière à progresser sur tous les sujets de santé environnement, mais en tenant compte en effet de la particularité de telle ou telle situation. Évidemment, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a des zones qui sont très rurales, des zones qui sont très industrialisées, des zones urbaines, enfin on a tous les cas de figure. Donc cet outil-là doit être un petit peu à la base de la possibilité que peut avoir un territoire, quel qu'il soit, de se mettre en ordre de marche sur les questions. Je peux présenter rapidement, si on va un peu plus loin, des actions de mobilisation des élus. alors, Les élus utilisent les appropriés ces outils, les connaissent, puisqu'on verra notamment Patricia Sarraud, cette complexité justement de connaître son territoire. Les institutions sont là aussi pour donner un certain nombre d'indicateurs qui peuvent permettre de cibler des territoires sur lesquels agir. Tu as parlé d'inégalité territoriale, que ce soit urbain ou rural. Est-ce que tu peux nous donner des clés finalement de alors je pense que des collectivités, en tout cas les questions que tu te poses, il y aura peut-être des réponses. en fait, je pense que le repérage des inégalités, si on se projette sur un territoire de la dimension d'une région, passe par tout un travail de cartographie que nous, on n'a pas encore fait en fait. On avait besoin déjà de pouvoir disposer de données locales, ce qui n'était pas le cas. Alors peut-être que les régions sont plus avancées que nous, mais ce qui permet d'avoir le même jeu d'indicateurs sur tous les territoires. Donc aujourd'hui, on dispose de, c'est assez récent, on a mis en ligne les données que cette année en fait. On va pouvoir justement essayer de pousser cette réflexion permettant de repérer les territoires qui seront les plus en défaveur d'un point de vue santé environnement. Dit autrement, de façon un peu intuitive, c'est ceux qui cumulent la défaveur sociale, la défaveur économique, la défaveur environnementale, avec évidemment une défaveur en santé qui est forcément liée, et de zoomer peut-être les priorités sur ces territoires. Mais sur le sujet santé environnement, on évalue le fait qu'il y a à faire de partout, que ce sujet n'est pas encore ancré réellement dans les réflexions, alors par les grandes villes qui appartiennent au réseau des villes santé OMS, qui ont des services communaux d'hygiène et de santé, qui là n'ont pas besoin qu'on leur explique ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce n'est pas l'idée pour les autres collectivités, mais c'est réellement de les accompagner pour qu'elles prennent conscience déjà de ça. Donc, on a un outil de formation des élus à la santé environnement qui est ouvert à tous, mais également, si vous voulez, le sujet des inégalités n'est pas à ce stade suffisamment investi tant qu'on n'a pas une application déjà de principe sur ces questions-là. Après, on pourrait détailler un peu plus le sujet si vous voulez. Je
Je vous remercie beaucoup, Bruno, d'avoir présenté ce que vous faites dans votre région. Je vais passer la parole à Patricia Sarro, donc, qui est Patricia Sarro-Salone, médecin directrice de la mission santé publique à la ville de Nice, qui est aussi ville santé OMS, et qui fait de sa colonne vertébrale justement le sujet de la santé environnementale. Donc, je pense que vous allez pouvoir illustrer, Patricia, l'implication d'une équipe finalement municipale pour développer ce sujet de santé environnementale. Merci Muriel de nous avoir conviés à cette table ronde. Alors, je vais prendre la parole au nom de Nice, que j'ai rejoint, puisque ça fait très peu de temps que je suis à Nice. Ah oui, micro. Ah là là. Ah là, j'étais trop vite. Donc, merci Muriel pour m'inviter à cette table ronde. Donc, je parlerai au nom de la ville de Nice et au nom également du réseau français des villes santé de l'OMS, puisque nous sommes 92 villes aujourd'hui et que Nice est en vice-présidence. Alors, Nice a connu, et vous le savez tous, plusieurs crises. Elle a été frappée par une crise terroriste, une crise climatique avec la tempête Alex, en fait juste les 1 an de la tempête, et une crise pandémique que nous connaissons tous. Donc du coup, le maire a décidé de créer une agence sanitaire et de sécurité sanitaire. Donc du fait qu'un territoire doit s'équiper finalement et se préparer à la gestion des risques, qu'ils soient divers. Donc, du coup, peut-être quand le petit support arrivera, je voulais vous dire aussi que le réseau français des villes santé se base sur le consensus de Copenhague avec les fameuses, j'allais dire, santé globale, qu'on a entendu à plusieurs reprises et qui sont très, très intéressants à mettre en œuvre sur le territoire, mais aussi les 6P. Alors, les 6P, c'est promouvoir la paix. On oublie souvent dans nos quartiers la paix sociale. Quand un quartier va mal, c'est toute la ville qui va mal. C'est aussi la prospérité, que la prospérité d'une ville aille sur tous les quartiers. C'est aussi la personne, comment on travaille au plus près des personnes, comment on fait participer également les habitants, comment on aménage l'environnement pour qu'il soit plus favorable à chacun. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette idée dans toutes les politiques que l'on va mettre en œuvre. Et ensuite, on va passer les… Alors, c'est moi qui ai la zapette. Je vais demander à mon voisin, voilà, en espérant actionner de la bonne façon. Alors, ça ne marche pas. Voilà, monsieur va m'aider. Voilà, donc la diapo numéro 3, pour aider aussi. Voilà, on va. Non, ça ne marche pas pour moi, mais. Voilà. J'ai activé la présentation sur mon écran. Et je peux aller voilà, la diapo 3 sur les déterminants de santé. L'idée, c'est de se dire que finalement, la santé d'une population, elle va reposer à 5% sur la génétique. On n'est pas égaux sur notre patrimoine génétique. Mais on voit aussi tout l'intérêt des 1000 premiers jours aujourd'hui dans le fait de l'arrivée, en tout cas, en meilleure santé de l'enfant à venir. On a le système de soins et la qualité du système de soins que certaines études évaluent entre 15 et 25%. Donc, c'est important, mais on voit bien que c'est pas suffisant. Et puis, tout le reste, eh bien, c'est les environnements dans lesquels nous évoluons et notre style de vie. Donc, dans ce cadre-là, les villes et les métropoles et les collectivités ont énormément de choses à faire. Et c'est dans ce sens aussi que les services de santé publique dans les villes vont mettre de la santé dans toutes les politiques de la ville. On est des petits maillons. Moi, je vois souvent ça. Je prends l'image de l'horlogerie. On est tout petit, mais finalement, on peut cranter des plus grandes organisations qui vont faire des actions. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un service de santé tout seul qui va bouleverser l'urbanisme favorable à la santé. Mais pour autant, on peut, changer les postures, donner envie à nos collègues. Alors, et sachez que la ville aussi, et c'est la diapo 4,
la ville, elle tente d'améliorer la santé des habitants sans le soin, mais jusqu'aux soins. C'est-à-dire qu'on va même créer, par exemple, des maisons pluriprofessionnelles de santé pour amener les gens jusqu'aux soins, des complémentaires santé, etc. Mais du coup, on peut agir, comme le disait le professeur Salomon tout à l'heure, on va agir, une ville, elle a des compétences, elle n'a pas de compétences en santé, par contre, elle a des compétences sur l'urbanisation, sur l'aménagement, sur les transports, sur les espaces verts, sur la propreté, sur la sécurité, sur l'éducation, sur la qualité de l'eau, de l'air, sur le bruit, etc., etc. Donc, et même sur la commande publique. Nous, aujourd'hui, on va travailler sur la commande publique pour mettre de la santé dans la commande publique. Donc, du coup, vous voyez, en ayant une action très transversale, eh bien, on arrive à actionner des déterminants favorables à la santé et dire à nos collègues, tiens, ce que tu fais, c'est super, tu sauves des vies. Alors, on l'a fait, par exemple, avec les pistes cyclables. L'étude HIT démontrait dans plusieurs de nos villes qu'on sauvait des vies en mettant des pistes cyclables. Quand on allait voir les aménageurs qui nous disaient, oh là là, on tue des gens, c'est une catastrophe, etc., on leur disait, non, tu sauves en mobilisant des personnes, tu vas améliorer le surpoids, tu vas améliorer les capacités respiratoires et cardiovasculaires des personnes. Donc là, on change la focale, protéger la planète, réduction du gaz à effet de serre, à mettre en mouvement les personnes, améliorer la santé de l'habitant. Sur les espaces verts, c'est la même chose. Les études ont montré également que le fait d'avoir une présence d'un espace vert à 200 mètres d'un habitant améliore ses capacités cognitives, améliore son activité physique, réduit les dépressions, fait en sorte aussi que tous les exercices, j'allais dire, créatifs, ludiques, de rencontres, peuvent se faire grâce aux espaces verts. Donc, du coup, de stimuler nos services des espaces verts en leur disant, mais ce que vous faites, c'est génial en termes de santé, parce que vous améliorez, vous réduisez la dépression, vous réduisez les AVC. Enfin, voilà, c'est une découverte, mais ça stimule et ça permet aussi de travailler ensemble sur des thématiques. Donc là aussi, pour faire ça, il faut que la direction générale nous autorise à aller mettre le pied dans la porte de nos voisins. Il faut que le politique nous autorise aussi et nous aide finalement dans la transversalité de ces politiques. Donc là, aujourd'hui, les villes ont pris conscience. Alors, certaines villes peut-être plus que d'autres, puisque je vous rejoins sur le fait que d'avoir un service de santé publique aide justement à mettre cette culture santé publique. Je pense que la pandémie a réveillé ou révélé le fait que les environnements sont majeurs pour notre santé mentale à tous. Voilà, hein. On parle aussi d'universalisme proportionné, ce sont les gros mots que le réseau met en œuvre. On va agir pour chacun, mais quand on agit pour chacun, il faut absolument corriger le tir en ayant des actions spécifiques sur les publics les plus en difficulté, les plus éloignés ou ce qu'on appelle maintenant les publics empêchés. Voilà. Donc du coup, c'est comment, quand on fait une action, commune à chacun, on s'efforce pour ne pas creuser les inégalités sociales et on voit bien que on est dans le cœur aussi de notre sujet. La lutte contre les inégalités, c'est quelque chose de fondamental pour les villes. Donc là, c'est donner cette culture-là aussi, d'aller chercher les publics qui sont les plus éloignés, de faire participer les habitants et tous les habitants. Et on a des animations qui sont bien différentes. Des gens très habitués à prendre la parole vont pouvoir s'inviter même dans le débat public. Par contre, des gens pour qui la parole a toujours été nulle, pas intéressante, etc., vous n'allez pas les faire parler de la même façon. Donc, c'est vrai que ATD Quart Monde, par exemple, a des spécificités dans ce cadre-là. Donc là, c'était la diapo sur l'équité et l'égalité. Donc, du coup, on va vers l'équité. Et puis, effectivement, la diapo antérieure était sur ces villes que l'on souhaite maintenant plus apaisées. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris le temps de marcher pour venir jusqu'ici. Le bruit, même si Paris est à 30, le bruit des villes est quelque chose qui est stressant.
hein, voilà. Donc, comment on apaise nos villes, comment on met du vert, comment dans le vert on met des choses qu'on mange. Alors à Nantes, c'est vrai que les jardins, les parcs, depuis la crise d'ailleurs, voient pousser des tomates, des courges, voilà. Et en fait, ça donne une ambiance et une culture qui rapproche le citoyen de la nature. Et en fait, peut-être qu'on aura envie de manger plus équilibré ou des fruits et des légumes parce qu'on en voit tout autour et qu'on peut cueillir, on peut manger des fraises, on peut manger des framboises, etc. etc. Donc là, c'est important aussi d'avoir cette nouvelle ambiance des villes, plus connectée à la nature et plus apaisée, moins stressante. Et bienveillante aussi, là aussi, travailler sur les stigmatisations, c'est quelque chose de fondamental. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui et là, je suis heureuse d'entendre de l'observation, mais sachez que dans les villes, nous n'avons pas d'outils d'observation infracommunale, ou très rarement. Hein. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir le développer, mais cela nous manque, comme cela vous manque au niveau régional ou départemental, au niveau de nos villes sont très différentes de quartier en quartier. L'exposition à la qualité de l'air n'est pas du tout la même qu'on soit près d'une autoroute ou près d'un parc, etc., etc. Donc, on travaille actuellement avec nos services d'informatique géographique hein, qui ont plein de données à y rentrer des données de santé. Donc, on a aussi des actions un peu plus de recherche hein, avec un projet Saint-Denis qui va travailler sur la tempête Alex et les conséquences de la tempête Alex, etc. Donc, enfin, pour conclure sur ce que je voulais vous présenter, nous avons un agenda 2030 qui donne une place beaucoup plus importante à la santé que l'agenda 2021. Donc, profitons-en. Et au niveau local, nous pouvons créer des plans santé environnementale que l'on insère dans les contrats locaux de santé, qui sont l'animation finalement partenariale avec les ARS, la préfecture, etc., etc. Et puis sur les thématiques, bien vous voyez, ce sont les thématiques que l'on a déjà entendues au niveau des différentes interventions, donc que l'on co-construit, c'est-à-dire que maintenant on ne fait plus seul, c'est-à-dire que la ville ne dit pas c'est ça qu'il faut faire, non, on prend le temps de co-construire, et à Nice c'est ce que on va faire, à Nantes c'est ce que l'on avait déjà fait, hein, et puis Paris le fait aussi comme d'autres grandes villes. Voilà ce que je voulais vous présenter au nom des villes santé de l'OMS. Merci beaucoup, Patricia, de cette présentation des différents axes de votre politique. Et je peux dire que je mesure, en fait, au travers des 3 plans nationaux santé-environnement, l'évolution du discours, en fait, sur la santé environnementale. Sur les premiers plans, on était beaucoup sur des plans qui parlaient de l'impact de l'environnement sur la santé. Il y avait un côté très anxiogène et on a beaucoup travaillé avec les outils de promotion de la santé qu'utilisent énormément les villes OMS sur donner une image positive finalement de notre environnement qui contribue énormément à notre santé s'il peut l'affecter, bien sûr. Aujourd'hui, on a changé de paradigme, on est sur la construction d'environnements favorables à la santé et vous l'avez très bien illustré, je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'on aura aussi une illustration avec l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, de ce qui peut être fait en appui à l'ingénierie de plus petites collectivités, puisque tout et il y a des enjeux au niveau de chaque échelle territoriale. Merci beaucoup de votre intervention, Patricia. On reviendra avec vous sur ces sujets. Je vais donner la parole maintenant à Gilbert Angard, président de l'association Élus Santé publique et Territoire et maire adjoint de la ville d'Albi, qui est également une ville santé OMS. Écoutez, merci Muriel, Madame la députée, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs. Je voulais vous présenter peut-être SPT parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est une association nationale d'élus locaux, de communes et intercommunalités, qui œuvre pour le développement de la santé publique et la reconnaissance des villes et des élus locaux en santé. Alors, c'est une association qui a été créée en 2005 par le docteur Laurent Elgozi, qui était adjoint au maire de Nanterre et qui regroupe à peu près une soixantaine de filles de membres et partenaires.
Alors, nos finalités à ESPT, c'est d'abord de favoriser les politiques locales de santé, c'est de contribuer à engager toutes les politiques municipales dans un sens favorable à la santé. C'est aussi de se rapprocher de la recherche universitaire et d'essayer de passer des commandes à l'université par rapport à des problèmes locaux. Et c'est de participer à la production de connaissances en lien avec la décision politique publique. Alors, nos moyens d'action à ESPT, d'abord, c'est l'échange, l'information, la sensibilisation, la formation des élus, de leurs collaborateurs et des acteurs locaux. C'est le travail avec les chercheurs et les universitaires. C'est le plaidoyer auprès des institutions et c'est la participation au débat public. Alors, évidemment, le champ de ESPT va au-delà de la santé environnementale, puisqu'on couvre l'ensemble des champs de la santé, que ce soit la santé mentale, la prévention, l'attractivité des professions de santé ou la démocratie sanitaire. Alors, on a là les deux réseaux qui interviennent dans la santé au niveau des villes. Donc, il y a le réseau des villes santé OMS et le réseau des élus ESPT, et nous travaillons ensemble. D'ailleurs, plusieurs villes de ESPT sont membres du réseau de l'OMS. Alors, pour illustrer un petit peu ce que l'on fait, dans le domaine de la formation, de la sensibilisation des élus et des collaborateurs, nous menons des journées d'études nationales. La dernière consacrée essentiellement à la santé environnementale s'intitulait « Le pouvoir des maires en santé environnementale ». Nous avons, en 2021, mis en place 4 webinaires d'accueil des nouveaux élus en santé. Être élu à la santé, pourquoi faire? Puisque c'est des questions que posent des élus. Et nous sommes en train de faire paraître une brochure qui va s'appeler « Élus locaux, la santé environnementale vous concerne ». Donc, je vous ai passé 5 ou 6 diapos. Je me propose, lorsqu'elle sera validée par le bureau, incessamment sous peu, de vous passer l'ensemble de la brochure. Elle fait 12 pages. Voilà. Et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. En 2022, nous avons prévu plusieurs actions de sensibilisation en cours, qui sont en cours d'étude avec nos partenaires, donc le réseau français, l'École des hautes études de santé publique, le réseau santé-environnement et bien d'autres, le CNPT, le Centre de formation des personnels de la fonction publique territoriale. Dans le domaine des universités, notre vice-président, le professeur Brunel, qui est le maire adjoint de Sceaux, travaille sur les partenariats avec les universités de Paris-Nanterre, de Créteil, et Paris-Est-Créteil, notamment sur les thématiques de géographie de la santé, puisque en santé environnementale, la géographie de la santé a une place très importante. Nous avons participé à une étude internationale de l'OMS, de la société, alors International Society for Urban Health, qui est pilotée par le professeur Salem au niveau national. Et nous intervenons évidemment dans le plaidoyer et dans l'action publique. Alors, nous avons rédigé un plaidoyer sur la santé environnementale qui devrait paraître début 2022. Nous avons participé évidemment à l'avis sur le plan national santé-environnement 4, en lien avec l'Association des maires d'Île-de-France. Notre première vice-présidente participe au comité d'animation des territoires qui est animé par Madame la députée et plusieurs d'entre nous participons aux travaux des PRS, que ce soit en Île-de-France ou dans d'autres régions. Vous m'avez demandé un petit peu quels étaient les freins. Alors, je dirais que le premier frein que je vois, c'est déjà un frein général, c'est la mise en place d'une politique locale de santé.
sans même parler de santé environnement, puisque vous savez qu'en France, la situation est hétérogène entre la ville de Nice, qui a un grand service santé, et puis des petites villes. Il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes sensibilités. La santé n'est pas une compétence propre de la collectivité locale, et donc elle repose sur des démarches volontaristes. Par contre, ce qu'on note, c'est un nombre croissant de collectivités locales qui se dotent d'élus à la santé. Et c'est un nombre qui est croissant. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions, finalement, des élus qui remontent au niveau de votre association sur la santé environnementale? Oui. Beaucoup, et on n'a pas forcément les réponses. Vous savez, ça peut aller du tas de fumier qui est à la sortie du village et qui pose problème, jusqu'à un ensemble de problèmes, les perturbateurs endocriniens, etc. On a, oui, pas mal de questions. De toute façon, vous savez qu'à travers ce qu'on appelait l'hygiène publique, le règlement sanitaire départemental, etc., il y a toujours eu des questions. Les élus sont toujours en première ligne quand ça va pas. Le chien qui aboie trop, il y a tout. Alors, évidemment, les problèmes ne sont pas les mêmes à Nice, à Rennes ou à Albi ou dans des petites villes. Alors, pour autant, donc, le maire, c'est l'acteur incontournable, puisque, en fait, on se retourne vers les élus locaux quand il y a des problèmes. Et en fait, il y a un rôle de médiateur, il y a un rôle. Il y a le pouvoir de police générale du maire et quelques polices spéciales. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les domaines de la santé environnementale touchent le maire. Alors, vous les avez énumérés, donc l'urbanisme, l'habitat, la qualité de l'air, de l'eau, les risques biologiques, chimiques, etc. Tout ça, les élus sont interpellés. C'est une préoccupation quotidienne et en tant qu'élu aussi, le sentiment qu'il y a des inégalités en matière de santé environnementale et qu'agir sur un environnement sain, ça contribue à réduire les inégalités sociales et territoriales. Et ça, c'est un point auquel un certain nombre d'élus nous sommes sensibles, dans le vivre ensemble, dans essayer de vivre le mieux possible. La santé environnementale a un rôle important. Le deuxième frein, alors, comment on réduit ce frein? C'est surtout en sensibilisant, en informant les élus, c'est un travail de tous les jours que l'on fait, que les députés font, enfin que les parlementaires, que l'ensemble des élus font, et qui permettent petit à petit de faire en sorte qu'il y ait une plus grande sensibilité sur ces questions. Le deuxième frein que je vois, c'est l'étendue du champ de la santé environnementale. Alors, je n'arrive pas à retenir par cœur les définitions de l'OMS, mais la définition de 1994, c'est la santé environnementale comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. C'est un champ très large. Et lorsqu'on parle, moi je me souviens la première fois que j'ai parlé de santé environnementale, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trop de choses. On ne saura pas par où commencer. Il faut faire des choix. Alors, il faut faire des choix. Mettre en place des priorités. Et un des freins, en tout cas que je vis à titre personnel, je l'illustrerai tout à l'heure, c'est que en fait, ces domaines, l'urbanisme, l'habitat, la qualité de l'eau, de l'air, ne sont pas gérés dans les mêmes services, par les mêmes personnes. Et certains sont même gérés dans l'intercommunalité et d'autres dans la commune. Ce qui fait qu'il faut décloisonner, il faut instaurer des transversalités, il faut faire concorder des logiques de travail. Je ne suis pas sûr que le gars qui est au service de l'urbanisme
ils soient toujours très sensibilisés sur l'urbanisme favorable à la santé. Hein. Et quelquefois, on est le poil à gratter qui vient perturber certaines logiques. Donc, il y a tout un travail de transversalité et je dis à mes collègues, un élu à la santé, ce n'est pas un élu qui a un petit domaine bien fixe, c'est un élu qui travaille dans la transversalité. Un autre frein, ce sont les moyens. Alors, il y a un certain nombre de... Moi, je vois deux ordres dans les moyens. Il y a d'abord des moyens conceptuels, on va dire. Je pense que pour rentrer dans la santé environnementale, il y a un minimum de sensibilisation à avoir. Par exemple, comprendre ce qu'est un déterminant de la santé. Hein. C'est des choses toutes simples. Hein. Mais comme vous l'avez dit, Madame Sarraut, tout le monde fait de la santé sans le savoir un peu comme. Et donc, les déterminants de la santé, vous savez qu'il y a des déterminants sur lesquels on ne peut rien faire. Il y a tout un tas de déterminants sur lesquels on peut intervenir. Ce concept d'urbanisme favorable à la santé, qui est un concept qui a été développé par le réseau des villes français de l'OMS. Le concept d'étude d'impact en santé, qui est un concept qui n'est pas toujours utilisé, qui nécessiterait, à mon sens, d'être un peu plus utilisé. Les concepts qui ont été repris dans les programmes nationaux d'Esposum, de One Health, de santé globale, et là-dessus, il y a un minimum de sensibilisation à mener. Et je crois que lorsqu'on arrive, de façon très simple, de parler de ces choses-là, il faut que je coupe. Oui, excusez-moi, je suis du Sud, moi je parle beaucoup. Le quatrième set. Alors, il y a des moyens financiers aussi, évidemment, ça, malheureusement, c'est le nerf d'aga. Le quatrième frein, c'est les problèmes que la santé environnementale est assez politisée. C'est donc des questions qui peuvent diviser une municipalité. Et quelquefois, les élus, en tout cas, moi je sais que mon maire ne m'amène pas jusqu'où je ne peux pas amener le maire jusqu'où je voudrais parce qu'il y a une opposition de l'association. Voilà, je m'arrête là, mais je pourrais vous en parler un peu plus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Angard. On y reviendra de toute façon dans la phase de débat. C'était très important que vous puissiez témoigner des freins qu'il y a pour mettre en place les politiques de santé environnementale, puisque nous, au niveau des services de l'État, on en est bien conscient et on voit effectivement que certaines collectivités arrivent à se lancer parce qu'il y a une vraie dynamique positive finalement sur la santé environnementale, alors que quand on aborde, comme je le disais tout à l'heure, la santé environnementale sous l'angle des risques, finalement, ça devient rapidement un frein à la mise en œuvre. Merci aussi d'avoir appelé tous ces enjeux de formation et de sensibilisation. Et je crois qu'autour de la table, on aura intérêt, en tout cas, on essaiera autant que possible les uns et les autres de favoriser ce relais, puisque vous voyez, et je pense que Élus Santé publique et Territoire peut y contribuer. Il y a beaucoup d'outils développés, de formation, d'observatoires à destination des collectivités. Et ce serait bien que vous puissiez aussi vous faire le relais finalement de ce que développent les uns et les autres. On va d'ailleurs passer maintenant la parole à Élodie Bourgeois, qui est chargée de prospective et d'innovation à la Direction générale déléguée appui opérationnel et stratégique de l'Agence nationale de cohésion des territoires, pour qu'elle nous parle de l'action qui a été développée cette année. Vous êtes un établissement public qui vise à apporter finalement un appui à l'ingénierie des territoires et vous allez nous présenter qu'est-ce que finalement une fabrique prospective, puisque c'est vraiment le point d'ancrage finalement de cet appui aujourd'hui aux politiques locales. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, oui, je vais vous présenter donc, la fabrique prospective Petite Ville et Santé environnementale. Mais tout d'abord, je vais peut-être revenir pour présenter la NCT et puis le dispositif des fabriques prospectives très rapidement. Donc, la NCT est née
de la fusion du CGET, donc le Commissariat général à l'égalité des territoires, de l'EPARECA et de l'Agence du numérique. Donc, elle a été créée au 1er janvier 2020, donc, comme le disait Muriel, pour apporter de l'ingénierie aux collectivités. Et donc, l'ANCT intervient via 3 modalités d'intervention. Donc, les programmes nationaux, pour citer les plus connus, donc Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, territoire d'industrie ou encore tout ce qui est relatif à la politique de la ville, la contractualisation, et puis elle intervient aussi par l'apport d'ingénierie sur mesure. Donc, parmi cette offre d'ingénierie sur mesure figurent donc les fabriques prospectives. Donc, une fabrique prospective permet à un groupe de 4 à 8 territoires donc de même type. Ça peut être 4 petites villes, 4 quartiers prioritaires de la ville, 4 villes moyennes, 4 territoires ruraux, etc. D'être accompagnés individuellement et collectivement sur une transition. Donc, transition écologique, transition démographique, transition économique, transition de l'action publique. Et donc, pendant 1 an, ce groupe de territoire est accompagné donc par un prestataire qui est piloté et financé par l'ANCT. Donc, les fabriques prospectives sont également conçues en partenariat avec les associations d'élus et les partenaires de l'ANCT qui sont concernés. Donc, ça peut être des opérateurs nationaux ou encore des ministères. À l'issue d'une fabrique prospective, chaque territoire dispose d'un livrable opérationnel, donc une feuille de route ou un plan d'action. Et puis, les fabriques prospectives aboutissent également à des préconisations d'envergure nationale. Donc, les territoires sont choisis sur la base des connaissances du comité de pilotage et donc ils sont pré-identifiés de cette manière. Nous, on prend l'avis des délégués territoriaux de l'agence et puis on contacte directement les territoires pour savoir s'ils veulent s'engager dans la fabrique prospective. Donc, en fait, il ne s'agit ni d'un appel à projet, ni d'un appel à manifestation d'intérêt, puisque vraiment notre objectif, c'est de toucher des communes ou des EPCI qui sont volontaires, qui sont intéressés par le sujet et qui expriment un besoin en matière d'ingénierie prospective. Donc, voilà, je vais maintenant m'intéresser plus spécifiquement à la fabrique prospective Petites Villes et Santé environnementale, donc qui a débuté en 2019 et qui s'est terminée en mai 2021. En fait, elle a été interrompue par le premier confinement. Et donc, le sujet de la santé environnementale a été co-construit entre l'ANCT et l'Association des petites villes de France. La santé environnementale nous semblait vraiment être un sujet à enjeu pour les territoires et donc pour les petites villes. Et puis, il s'agissait aussi d'une manière différente pour les territoires d'appréhender les questions de santé qui sont souvent perçues sous l'angle de la démographie médicale. Donc, cette fabrique prospective a été construite selon l'hypothèse selon laquelle les petites villes seraient des territoires porteurs en matière de santé environnementale du fait de leur taille, de leurs ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et encore de leurs projets. Donc, cette fabrique, elle a accompagné 4 petites villes, donc la ville de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, Ramonville-Saint-Agne en Haute-Garonne, Saint-Péray en Ardèche et Chantepie en Ille-et-Vilaine. Et le comité de pilotage était composé de représentants des 4 petites villes, de la PVF, de la DGS et de la DGPA. Donc, l'objectif vraiment de cette fabrique prospective était d'appuyer ces 4 petites villes dans l'anticipation de la demande sociale, des mutations et des risques en matière de santé environnementale. À l'issue de la fabrique prospective, donc chacun des territoires a construit une feuille de route ou une feuille de route. Donc, durant 4 séminaires locaux, les territoires ont mobilisé un groupe de travail local pour faire émerger donc, cette feuille de route selon ses spécificités, selon ses enjeux. Donc, pour Chantepie, qui est une commune située en première couronne de Rennes, qui est vraiment confrontée aux enjeux de mobilité, ça s'est un petit peu retrouvé dans sa feuille de route, puisque le groupe de travail local a choisi de développer des actions autour de la mobilité durable ou des chemins ruraux. Ramonville-Saint-Agne, donc, qui est une commune limitrophe de Toulouse, et donc, lors de la fabrique prospective, le groupe de travail local a notamment réfléchi sur la sensibilisation et l'accompagnement des publics précaires sur les questions de santé environnementale. Mouans-Sartoux,
qui est connu justement pour ses actions en faveur de l'alimentation durable, souhaitait explorer des thématiques qui sont transversales, donc comme les perturbateurs endocriniens ou la mobilité active. Et donc, le groupe de travail local a fait plusieurs propositions dans ce sens, comme signer la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Et puis Saint-Péret, donc, qui est à proximité de Valence, le groupe de travail local a vraiment mis la santé relationnelle et la cohésion sociale au cœur de ses préoccupations. Et donc, ça s'est un petit peu retrouvé dans la feuille de route, puisqu'il a été proposé de restaurer certains espaces publics pour les conforter dans leur rôle de convivialité et de point de rencontre. Donc, comme je le disais, l'objectif d'une fabrique prospective, c'est aussi d'aboutir à des préconisations au niveau national. Donc, c'est une démarche ascendante, les fabriques prospectives, et donc à partir des points de blocage des 4 petites villes, 4 pistes d'envergure nationale ont été co-construites entre les représentants donc, des petites villes et les représentants nationaux. Donc, tout d'abord, la santé environnementale est perçue comme complexe et transversale. Et puis, donc, ça a été dit, mais ça demande aux communes une ingénierie pour saisir le cadre et identifier les appuis techniques et financiers possibles. Et donc, le manque d'ingénierie est vraiment vu comme un premier point de blocage. Et donc, et notamment pour répondre aux appels à projets ou pour lancer des projets expérimentaux. Donc, la première piste proposée serait donc d'adapter davantage ces dispositifs d'accompagnement aux contextes locaux, par exemple en co-construisant les appels à projets avec les collectivités en vue de les assouplir, ou encore en faisant appel à des designers pour répondre au mieux aux besoins des collectivités. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième piste, donc l'ensemble des représentants des petites villes et des petites villes accompagnées et puis des partenaires nationaux s'est accordé sur la nécessité de renforcer le lien entre le local et le national et donc d'améliorer les dispositifs d'échange existants. Donc, il y a vraiment un enjeu sur les échelles qu'on a appelées intermédiaires, donc régionales et départementales. Et donc, la deuxième préconisation serait de renforcer ce lien donc, en renforçant les échelles intermédiaires, par exemple par le biais des GRSE ou par le biais des comités locaux de cohésion territoriale qui pourraient être des lieux de coordination de l'ingénierie en matière de santé environnementale. Mais peut-être que je reviendrai plus tard sur cela. Ensuite, l'accès à l'information en matière de santé environnementale et son partage constitue aussi un troisième point de blocage pour les petites villes engagées dans la fabrique prospective. Et donc, la piste principale serait de faire évoluer la plateforme développée et animée par le CEREMA, donc qui est Territoire engagé pour mon environnement, ma santé, vers un guichet unique à destination donc, des collectivités qui souhaitent monter des projets en santé-environnement. Il a été proposé d'ajouter des rubriques comme les sources de financement possibles, les appels à projets, ou encore de renvoyer vers d'autres sites internet ressources, comme les sites dédiés au PRSE notamment. Et enfin, le besoin de sensibiliser et d'outiller a été aussi soulevé par les participants de la fabrique prospective. Et donc, la quatrième préconisation serait que l'Académie des territoires, donc, qui a été créée par l'ANCT, la Banque des territoires et Sciences Po, intègre à son offre de formation la santé environnementale, justement pour toucher toutes les collectivités et notamment les petites villes. Enfin, pour ce qui est des résultats de la fabrique prospective, donc les livrables qui sont fournis par le prestataire ne sont pas accessibles au-delà du comité de pilotage, mais l'ANCT les reprend pour valoriser donc, les résultats de la fabrique prospective. Donc, une courte synthèse est disponible sur le site internet de l'ANCT et puis je l'ai aussi en papier pour ceux qui le souhaitent. Et puis, les enseignements de cette fabrique prospective seront présentés de manière plus détaillée dans une publication qui devrait paraître courant octobre ou courant novembre sur le site de l'ANCT. Alors.
projeter quelque chose? Alors, je n'ai pas de PowerPoint. Vous vouliez projeter? Non, Ok. c'est OK. Merci beaucoup, Élodie, de nous avoir présenté les travaux de la NCT. Donc, c'est assez récent, hein, et mis en ligne prochainement. Je propose aux intervenants de réfléchir un petit peu aux interactions. Je pensais en particulier à Bruno Favre qui est en train de développer au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes finalement la sensibilisation des élus. Je ne sais pas si la NCT pourrait être sollicitée quand on a à justement aller vers les petits territoires qui posent beaucoup de questions sur la façon de s'y prendre pour mettre en place un plan santé-environnement, y compris, je pense, l'association élus santé publique et territoire pourrait probablement bénéficier des travaux que vous allez livrer pour les présenter. Je vais dans un premier temps donner la parole à la salle, si vous voulez bien, et puis après, avec le temps qui nous restera, puisqu'on est ensemble jusqu'à 12h15, je vous ferai rebondir les uns les autres sur vos interventions respectives. Donc, tout d'abord, je voulais signaler que l'ensemble des présentations qui ont été faites ce matin et des ressources et des liens vers vos institutions vont être mises en ligne sur le site de la SFSE pour que vous puissiez y revenir et éventuellement prendre contact avec les intervenants de ce matin. Il y a une question d'une association de surveillance de l'outil qu'a présenté Bruno Favre et notamment l'outil Balise pour savoir si les mesures finalement qui sont faites en matière de surveillance de la qualité de l'air sont disponibles sur le site Balise, si elles sont intégrées au panel d'indicateurs qui est mis à la disposition des collectivités ou des acteurs d'une façon plus générale. Alors, la réponse est oui. Et des indicateurs spécifiques Terre Santé ont été construits dans la région avec l'IMO, Santé publique France et l'ARS, justement pour mettre en regard des modélisations des niveaux des indicateurs de pollution de l'air, la densité de population correspondante, ce qui permet d'approcher de façon plus précise des priorités à se donner sur les territoires. Donc oui, ces indicateurs sont dans l'outil et tout le travail a été justement de se rapprocher de l'ensemble des organismes qui disposent de tels. Et on voit que sur les questions d'environnement, ces données sont très dispersées, justement de les rassembler et pour les mettre facilement à disposition. Important ce que tu dis, puisque finalement, y compris au niveau national, le sujet des indicateurs en santé-environnement pour orienter les politiques est un sujet à part entière, et l'accessibilité de ces données. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont quand même très accessibles, nous, dans notre région également, mais le chemin pour y accéder n'est pas forcément connu de tous. Donc, évidemment, tous les acteurs locaux doivent pouvoir se faire le relais de ces données publiques, finalement, dans le domaine de la santé environnementale, auquel il faut consacrer finalement beaucoup de temps pour arriver à les mettre disponibles, à les rendre disponibles et sous une forme intelligible pour le grand public. Donc là, tu témoignes effectivement de cet effort qui a été fait. Donc la personne qui vient de poser la question pourra certainement y accéder par le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes chez nous. C'est sur le site de l'ORS, en fait, une plateforme spécifique qui s'appelle Balise. Donc de l'Observatoire régional de la santé. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième question qui porte sur la mesure des impacts des projets de sensibilisation sur la participation citoyenne. Monsieur Angard, vous avez parlé des évaluations d'impact en santé et certaines collectivités ou certains acteurs autour de la table ont déjà contribué à des évaluations d'impact en santé. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en évalue exactement l'impact, mais c'est sûr que ça favorise la participation citoyenne, puisqu'il y a des comités ad hoc. Peut-être que soit Patricia Sarro-Salone, qui a cette expérience aussi, compte tenu de son mandat à Nantes, ou Monsieur Angard, vous pouvez témoigner de l'évolution de la participation citoyenne aujourd'hui. Moi, je pense en particulier aux gros projets d'aménagement, mais pas seulement, aux politiques publiques d'une façon générale. On sait aujourd'hui qu'il y a des acteurs associatifs qui viennent de façon très constructive, finalement, contribuer à l'élaboration de contrats locaux de santé ou autres. Je laisse la parole peut-être à Madame Sarro-Salone et puis à Monsieur Angard pour illustrer cette participation citoyenne.
Alors, c'est vrai que la participation des habitants, aujourd'hui, on la met dans toutes nos politiques. Hein. On a une petite phrase, ce que je fais sans eux, je le fais contre eux, même si je veux bien faire. Parce que le fait de construire avec les gens, c'est bien mieux. Alors, c'est plus long, c'est plus conflictuel, mais ceci dit, on apprend ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment une démarche très, très intéressante. Alors, c'est vrai que c'est des nouvelles habitudes, ça contraint aussi les services, les politiques, puisque ce n'est pas confortable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort habituelle, de sa chambre très souvent. Donc, du coup, de confronter ces démarches-là sont vraiment très intéressantes. Et aujourd'hui, me semble-t-il, on s'efforce, mais de façon majeure, de mettre, même dans les gouvernances de nos réseaux ou de nos plans, de mettre de la gouvernance des usagers et des associations. Donc, il faut même grossir le trait, puisque très souvent, quand on est trop nombreux en tant que représentants techniques ou institutionnels, on fait taire, puisqu'on est trop nombreux et on parle pas, j'allais dire, le même langage. Donc là, il faut qu'on apprenne. Donc, c'est le gros progrès à mener, mais j'imagine, en tout cas au niveau du réseau français, c'est quand même une ligne de mire que l'on a. Et sur les évaluations en impact en santé, une fois qu'elles sont finies, elles commencent en fait. C'est-à-dire que une évaluation en santé, ça donne un diagnostic, ça donne des priorités à dégager, mais ceci dit, il y a évaluation dans ce terme-là. Donc, quand on a fini cette première phase, enfin ces 4 premières phases de l'évaluation, il ne faut pas oublier la 5e. Et la 5e, c'est d'évaluer l'impact de ce que l'on a mis en place. Et ça, souvent, on l'oublie parce que le temps passe, les gens changent, etc. etc. Mais il faut ne pas l'oublier. Est-ce que Monsieur Angard, vous voulez réagir? Je crois que la qualité de base d'un élu, quand même, c'est d'être à l'écoute de la population. Et c'est valable pour la santé, environnement, pour tout. Donc, être à l'écoute de la population, c'est le travail avec la population qu'on fait tous les jours, quand on est sur le terrain. C'est aussi l'écoute des associations. Et les contrats locaux de santé, en tout cas chez nous, mais de façon générale, ils sont bâtis avec l'ensemble des associations. Pour une ville comme Albi, qui est de 50 000 habitants, il y a 120 associations qui ont participé à l'élaboration du contrat local de santé. Voilà. Donc, je pense que si on veut faire que les choses prennent, il faut qu'il y ait ce lien avec la population. Plus on impose, plus il y a de réticence. Alors que si on arrive à convaincre, si on arrive à discuter, je crois que le rôle de médiation, le rôle d'explication, le rôle d'écoute est vraiment quelque chose d'important. Merci beaucoup. Je prends une nouvelle question concernant l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc Élodie Bourgeois. Quels sont les opérateurs financés par l'ANCT pour cet accompagnement des petites villes en santé environnement? J'imagine que derrière cette question, il y a la question de est-ce qu'on peut se faire accompagner, comment on s'y prend? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu ou est-ce que pour l'instant on tire les enseignements de cette première phase? Est-ce qu'il y a un deuxième volet à votre action qui pourrait intégrer d'autres collectivités? Donc, la fabrique prospective Petites Villes et Santé environnementale, donc le sujet nous avait été proposé par l'Association des petites villes de France. Et donc, en fait, les fabriques prospectives sont soit construites sur des sujets qui viennent des associations d'élus, soit des programmes de l'ANCT, ou alors ça peut être des territoires qui ont besoin d'un accompagnement ou d'une exposé question sur une transition pour répondre à leurs questions. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu de fabrique prospective où le sujet vient d'un territoire, mais pourquoi pas, ça pourrait se faire. Mais ce qui est important, c'est que c'est un accompagnement collectif. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 4 à 8 territoires qui soient accompagnés dans ces fabriques prospectives, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir croiser ce qui se passe dans chacune des villes
et que voilà, il y a un échange entre pairs qui se passe. Une fois que la fabrique prospective est terminée, donc la collectivité dispose de son plan d'action ou de sa feuille de route. Si elle veut se faire être accompagnée pour mettre en œuvre l'une des actions, elle doit solliciter le délégué territorial de l'agence, qui est le préfet donc, de département de manière générale. Et donc, ce dernier évaluera la demande et le besoin, la demande et le besoin. Et donc, dans le cadre des comités locaux de cohésion territoriale, qui réunit donc les acteurs de l'ingénierie locale, il verra ce qui peut être fait au niveau local. Si jamais la sollicitation ne peut pas être satisfaite en recourant à l'ingénierie locale, alors la demande pourra remonter au niveau national, donc à l'ANCT, qui cherchera une réponse en interne ou qui mobilisera les partenaires de l'ANCT, ou alors elle pourra mobiliser un prestataire via son marché d'ingénierie. Merci beaucoup de ces précisions. On a deux questions pour la région Sud. Une première qui porte sur les indicateurs en santé-environnement pour améliorer les connaissances autour de la problématique One Health. Aujourd'hui, comment vous vous y prenez? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour croiser ces données et avoir une approche One Health dans le prochain plan régional santé-environnement? Donc, je laisse la parole à Leïla Danier et Virginie Pouget. Et il y a une seconde question qui vous est adressée également, donc je vous proposerai de répondre aux deux, sur la plateforme d'information reprotoxique. Donc, il s'agit de la plateforme créée de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Pouvez-vous nous en dire plus sur son fonctionnement? Donc, tout d'abord, le One Health. Je vous laisse la parole. Alors, déjà, vous répondre sur la question du concept One Health. Donc, au niveau de la région, on a une direction. Excusez-moi, attendez, le micro n'est pas activé. On l'active. C'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, je disais sur la question du concept One Health, en fait, on a là un rapprochement entre notre service et la direction de la biodiversité au niveau de la région et un service biodiversité et des parcs régionaux. Donc, la première étape, ça a été déjà, je dirais, de présenter chacun nos politiques d'intervention et nos champs d'intervention dans la perspective, en effet, de venir nourrir nos indicateurs santé-environnement avec de nouveaux indicateurs intégrant la biodiversité et permettant de relier aussi santé animale et santé humaine. Donc, on a eu déjà 2 réunions de travail pour avoir une présentation de nos observatoires respectifs. Donc, c'est-à-dire, nous, au service santé, une présentation de l'Observatoire régional de la santé et de ses différents outils qu'on vous a présentés tout à l'heure. Et pour le service biodiversité, son réseau autour des observatoires régionaux de la biodiversité, mais aussi des agences régionales dont il dispose sur l'environnement, et bon, qui ont présenté, eux, de quelle manière est-ce qu'ils collectaient de la donnée sur de la santé animale avec une approche plutôt vétérinaire. Donc voilà, là, on est vraiment à un croisement de réseaux très, pour l'instant, cloisonné, puis c'est des mondes assez éloignés. Néanmoins, on a vraiment cette volonté d'arriver à cheminer. Et de leur côté, du côté de l'Observatoire régional de la biodiversité, ils ont vraiment cette volonté aussi d'intégrer ce concept One Health. Donc, on avance ensemble et l'idée étant d'arriver ensemble à convenir d'indicateurs ou de données croisées qui viendront nourrir le set d'indicateurs santé-environnement. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, on est aux prémices et c'est quelque chose qui, je pense, va prendre un peu de temps parce qu'il faut s'acculturer des deux côtés. Donc, voilà. Merci. Et
Merci beaucoup, Virginie. Peut-être un complément de réponse alors sur l'autre sujet qui vous est adressé, c'est-à-dire sur la plateforme reprotoxique. Moi, je pourrais éventuellement compléter si vous le souhaitez. Alors, sur la plateforme reprotoxique, on a un gros travail, je dirais, pluridisciplinaire et aussi de mise en réseau plus large, puisqu'au niveau national, il y a une dynamique autour de ces plateformes-là et qui permet donc à la plateforme créée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc portée par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, d'être en lien avec les autres plateformes similaires. De mémoire, je ne dis pas de bêtises, à Bordeaux, entre autres. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, au niveau de la région, d'avoir le professeur Bretel, qui est aussi président du réseau Méditerranée PACA-Corse de périnatalité, et qui œuvre vraiment voilà, à avancer avec son équipe, à faire connaître donc tout ce travail et toutes ces données d'accompagnement des couples en difficulté au niveau de la procréation, et avec ce maillage, je dirais, à l'échelle nationale aussi. Muriel, je ne sais pas si tu veux compléter sur… Je peux simplement rajouter effectivement que donc, ce réseau dont vous parlez, c'est le réseau Artemis, qui je crois est composé de 7 plateformes reprotoxiques. Et puis, ce qu'on a pu financer à l'aide du plan régional santé-environnement dans cette plateforme, c'est le soutien également à une consultation qui est adossée, donc une consultation santé-environnement qui permet d'examiner les facteurs d'exposition du couple et les causes, le cas échéant, donc de fertilité, de complications pendant la grossesse ou bien de l'apparition de malformations. Donc, il y a toute une équipe historiquement mobilisée autour de cette plateforme reprotoxique. On a effectivement le professeur Florence Bretel et le professeur Jeanne Perrin, qui est une biologiste, ainsi qu'une sage-femme, Claire Sugnac, qui reçoivent les parents et qui ont mis en place un questionnaire assez normalisé qui permet d'explorer les facteurs de risque. Cette plateforme, elle est adossée évidemment à d'autres instituts, notamment l'IMBE, qui étudie les facteurs environnementaux, aux associations de qualité de l'air, comme Atmosud, de façon à recueillir les données dans les parcours des personnes qui ont pu conduire ou qui peuvent favoriser finalement l'apparition de risques. Il y a une page dédiée sur le site de la PHM consacrée à cette plateforme sur laquelle vous trouverez les informations. C'est une initiative récente. Et ces données, elles sont utilisées? Elles sont pour l'instant collectées, est-ce qu'elles ont été utilisées? Ce sont des données en fait qui permettent d'accompagner les parents aujourd'hui et qui doivent être collectées au niveau de la plateforme. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des publications. Il y a eu déjà des publications de fait sur les données recueillies. Oui, il y a eu déjà des publications de fait. On pourra, je pense, vous mettre en lien avec l'équipe qui pilote cette plateforme pour que vous puissiez avoir accès aux informations. Voilà, de même, ça permet de former les professionnels de santé. Je crois qu'il y a 7 plateformes aujourd'hui en France. Et il y a beaucoup d'équipes en fait autour de cette plateforme qui sont mobilisées à la fois sur la recherche clinique et la recherche de fonds dans le domaine de la santé environnementale. Et ce qu'on peut mesurer avec la territorialisation finalement des plans régionaux, c'est que les financements de ces initiatives qui tiennent à quelques professionnels de santé qui se mobilisent sur le sujet n'ont aucune garantie de continuité, dépendent des financements des agences régionales de santé. Il faut savoir que les financements, donc la région, la participe, la région Sud, merci à soutenir cette initiative, mais les financements en santé environnementale, à côté des financements consacrés aux soins, sont extrêmement faibles. Moi, je peux citer les chiffres pour ma région et uniquement pour l'Agence régionale de santé. On est à des budgets de 17 milliards d'euros par an consacrés à la santé en région PACA. On a 48 millions d'euros qui sont consacrés à la prévention et 2,5 millions consacrés à la santé environnementale. Donc, si on veut s'attaquer au sujet, c'est vrai qu'il va falloir peut-être inverser la tendance en matière de prévention et de santé environnementale pour soutenir cette initiative et leur garantir des conditions de travail suffisantes. Dans les questions qui étaient posées, oui, il y avait une réaction que j'ai trouvée intéressante qui disait que finalement,
plutôt que d'avoir une politique descendante de formation des élus, etc., il ne s'agit pas uniquement de convaincre, il faut vraiment écouter pour arriver à ce que les politiques locales puissent se saisir de la question de la santé environnementale. Moi, ce que j'ai retenu aussi de l'observation de l'évolution des PRSE, c'est que finalement, ce n'est pas nous qui allons dire aux collectivités de faire, et vous l'avez très bien dit autour de la table, c'est une sensibilité particulière qui va se développer au niveau des collectivités qui va faire qu'elles ont envie d'y aller et qu'elles trouvent les clés pour lancer ces politiques. Alors, la mise à disposition des données, je pense que ça, c'est très important. On peut le faire, on a les moyens, nous, de mettre les acteurs autour de la table et de mettre à disposition les données, mais peut-être que à la fois Bruno Fabre et puis Patricia, vous pouvez réagir là-dessus. Quelle est la bonne balance à trouver, on va dire? Je pense qu'il faut à la fois mettre à disposition des outils, mais nous ne sommes pas les artisans des politiques locales, ce sont vraiment les élus et leurs équipes. Et puis on terminera là-dessus. C'est nécessaire, mais pas suffisant, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est vrai que j'ai peut-être présenté des choses d'un point de vue un peu technocratique où on met à disposition des outils, débrouillez-vous avec, mais pas du tout en fait. Mais ça, à la limite, c'est le plus simple d'une certaine manière. Si on veut que les collectivités en particulier s'emparent des enjeux de santé environnement, il faut quand même faire ce travail de plaidoyer, hein, monsieur Angard on a parlé tout à l'heure, mais une fois qu'on a dit ça, il faut ensuite passer à l'action. C'est là que ça devient compliqué et qu'on a besoin de tout le monde. Je prendrai deux contextes dans lesquels, qui me semblent assez illustratifs de ça. Quand on fait un contrat local de santé, puisqu'on a déjà évoqué ce sujet, ce n'est pas l'ARS qui débarque dans le territoire en disant vous allez faire ça, ça et ça. On fait un diagnostic, on fait un état des lieux, on partage les données et à partir de ça, on fait un diagnostic partagé. C'est-à-dire qu'on se met autour de la table et on voit ce qu'on va faire ensemble et on le contractualise dans un contrat local de santé. Donc, ça concourt au fait d'aller plus loin que simplement essayer d'expliquer ou de convaincre, c'est de co-construire les actions au bénéfice de la population du territoire. Ça, c'est un premier contexte et ça, c'est valable d'une certaine manière dans toutes les politiques locales qu'on peut mettre en place. J'ai parlé des PCAET tout à l'heure, qui sont suffisamment transversaux pour qu'on puisse y porter les enjeux de santé environnement. Les plans climat, air, énergie territoriaux. Air, énergie territoriaux, pardon. Il y a les contrats de relance et de transition écologique. Nous, on n'a pas l'ambition de proposer aux collectivités d'inventer un nouveau plan spécifique santé-environnement. Notre idée, c'est plutôt de voir toutes les politiques locales, et il y en a déjà beaucoup, qui sont autant de lieux de dialogue entre l'État et les collectivités et tous les acteurs associatifs, économiques, etc., intégrer les enjeux de santé-environnement. À travers quoi il faut quand même bien leur apporter des connaissances, des concepts, etc., etc. Deuxième autre exemple pour essayer de co-construire les actions, c'est là, ça met en jeu des outils financiers qu'on peut avoir au niveau des agences régionales de santé avec des niveaux de mobilisation financière, en tout cas dans notre région, qui sont à peu près du même acabit que ceux que Muriel exposait pour la région PACA. C'est au lieu de lancer des appels à projets, alors on fait beaucoup sur l'éducation et la promotion de la santé environnementale, c'est-à-dire des actions d'éducation. Au lieu de lancer un appel à projet en disant qui veut travailler, faire mener des actions sur l'alimentation, sur la pollution de l'air, etc., on a pris l'option de lancer plutôt des appels à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire qu'on s'adresse non plus à des acteurs éducatifs, mais aux collectivités elles-mêmes en disant si vous lancez une action, si vous avez un projet éducatif en santé-environnement, eh ben, non seulement on participera au financement à hauteur de la moitié du projet, mais également on mobilisera tout le dispositif que j'ai évoqué tout à l'heure pour faciliter l'éducation à la santé environnementale avec un site internet organisé par le GREN et l'IREPS dans notre région et qui vient d'être mutualisé avec la région Occitanie, mais aussi des acteurs éducatifs locaux mobilisés comme référents pour accompagner les collectivités. Donc voilà, c'est bien l'idée de co-construire les projets
chacun y amène ce qu'il a amené, et en particulier la collectivité, elle amène le besoin de sa population. Et c'est comme ça qu'on entend avancer sur ces sujets. Effectivement, ça ne peut pas être que descendant, c'est évident. Merci beaucoup, Bruno, de ces précisions. Oui, monsieur Angard. Je voudrais insister sur une chose, c'est l'état des lieux. Nous, ESPT, on réfléchit. Vous savez que les communes d'une certaine taille doivent faire en début de mandature un ABS, une analyse des besoins sociaux. Nous sommes en train de réfléchir s'il ne faut pas faire évoluer cet outil par une analyse des besoins sanitaires et sociaux. Parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, il manque des données. Au départ d'un CLS, il y a un état des lieux aussi. Je pense que, alors là, il y a tout un travail d'ailleurs qu'un de nos vice-présidents, qui est d'ailleurs médecin de santé publique à la DGS, participe. Il faudrait qu'il y ait un minimum de choses sur la santé et l'environnement. Pas normées avec un cahier des charges très précis, mais au moins des grandes lignes de choses qui devraient figurer sur un état des lieux préalable à un CLS ou à un renouvellement de CLS. C'est bien d'avoir de discuter avec les associations, etc. Mais il faut aussi avoir un état des lieux qui manque souvent. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont des outils qu'on ne connaît pas forcément nous, au niveau des institutions. Si on peut apporter les compléments de façon à ce que cette analyse des besoins s'élargisse aux aspects sanitaires, on le fera volontiers. Patricia Sarro-Salone, je vous donne le mot de la fin et je conclurai la table ronde. Allez-y. Merci Muriel. C'est vrai que l'observation, c'est vraiment fondamental et il nous manque des données en tant que commune, en tout cas en infracommunal, pour voir les écarts qui existent au sein de nos communes, et je vous assure que c'est les mêmes que vous allez voir en région. Il y a des déserts médicaux, même quand ça ne se voit pas sur une commune. Il y a des grandes différences de surpoids, d'obésité. Je vais prendre Nantes, où il y a 25% d'enfants en surpoids et en obésité dans les quartiers populaires, alors que la moyenne est à 6, donc nickel, on ne va pas aller chercher plus loin. Donc quand on creuse, finalement, on voit des différences. Et aujourd'hui, les SIG, nos services d'informatique géographique, ont plein de données, mais très peu en santé. Très peu. Et du coup, nous, ce qu'on sollicite, c'est les fournisseurs de données, comme la CEPAM, qui a beaucoup de données, mais pour autant, on a du mal quand même à contractualiser, et ça arrive. On le fait, on l'a déjà fait sur d'autres modèles. Donc ça, c'est important. Et en fait, le diagnostic, il est important pour l'utiliser. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de la pédagogie des résultats de ces diagnostics auprès de nos élus. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas tout dire, mais au moins les choses les plus importantes qui sont intéressantes. Et ça donne une révélation à certains élus de se dire, bah, oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, ou effectivement, là, l'écart est insupportable et je ne peux pas le laisser comme ça. Et puis, on s'en sert aussi avec la population. Voilà, ce n'est pas un jugement. On regarde ensemble et comment on va faire ensemble pour changer l'espérance de vie, par exemple, et des fois avec des écarts à 3, 4, etc. Sur l'hygiène bucco-dentaire des enfants, on a des différences énormes actuellement. Comment on fait ensemble? Et donc, du coup, c'est toute cette pédagogie qu'il faut anticiper. Et quand on va chercher des indicateurs, on peut en avoir plein, il faut se dire sur lesquels je peux agir et sur lesquels la population peut elle-même agir. Donc, voilà. Et je voulais aussi parler des 1000 premiers jours parce que finalement, la santé environnementale, vraiment, nous, on y rentre, voilà, on y plonge par les 1000 premiers jours qu'on a intégrés aussi dans notre feuille de route au niveau municipal. Voilà, bon, il y a encore plein de choses à dire. Les consultations aussi médicales en environnement intérieur, les CMEI, donc c'est vrai qu'on ne les voit pas si souvent que ça, et ils sont très très utiles, mais bon, ça c'est aussi encore d'autres sujets. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et comment? Madame Daniel, levez la main. Ah, je donne la parole aussi à la région Sud qui a levé la main. Merci. Je voulais, parce qu'on a... Voilà, merci. Il y a eu plusieurs échanges et interventions sur la question de la collecte des données, de l'observation et de la pertinence.
Alors, comme on est plusieurs représentants de collectivités autour de la table, je voudrais dire qu'il faut qu'on organise cette collecte de données. Je crois que le risque, c'est que chaque collectivité, et on voit qu'on a un engagement de plus en plus important des collectivités sur les questions de santé-environnement, il ne faudrait pas que chaque collectivité ait son propre process et système de récolte de données. Je crois qu'il faut l'organiser via le réseau des observatoires régionaux de la santé et en lien avec les dispositifs de collecte de données nationaux. Bon, on pense bien sûr, vous avez évoqué, Patricia, l'assurance maladie, les données de l'Agence régionale de santé, on a l'adresse, on a l'INSEE et on a tous les observatoires en aménagement et en urbanisme, parce qu'il y a aussi ce croisement-là à faire. Et je pense qu'il faudrait avoir une échelle, alors je le dis peut-être parce que je suis région, mais qu'on puisse l'organiser à l'échelle de chaque région avec les dispositifs qui sont organisés par l'État. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus, puisque certains ont des obligations juste derrière, je sais, avec Monsieur Angard qui va prendre l'avion dans quelques minutes. Merci beaucoup de vous être déplacés pour que cette table ronde puisse se tenir. Je voulais rappeler en quelques mots ce qu'on a échangé ce matin avec donc l'intervention de la région Sud sur l'importance pour lancer une politique en santé et environnement au niveau régional de créer les conditions d'une adhésion et d'une action synergique autour des politiques régionales et des enjeux de santé environnementale, l'importance de l'implication dans la durée, quelles que soient les mandatures, puisque ça a été le cas en l'occurrence, d'avoir cette continuité en matière de politique. Bruno Fabre de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a parlé des outils développés en matière de formation des élus, des indicateurs qui sont mis à la disposition des communes. Alors bien sûr, on nous demande des indicateurs de plus en plus fins. On sait qu'en santé publique, c'est une vraie difficulté, puisque vous savez qu'à partir d'une certaine échelle, la mise à disposition des indicateurs de santé ne garantit plus la confidentialité, le respect du secret médical. Et donc, c'est une des difficultés qu'on a pour mettre à disposition des observatoires très fins de la santé. L'importance d'intégrer donc les enjeux de santé environnementale dans les politiques locales, quelles qu'elles soient, que ce soit des agendas 21, des plans climat, air, énergie territoriaux, donc de pénétrer finalement ces politiques locales pour qu'elles puissent intégrer cet enjeu santé-environnement. Patricia Sarro-Salone, vous avez rappelé l'importance de l'implication finalement de la direction générale et de l'élu pour que il faut que le politique donne un mandat, ça me paraît vraiment important, de façon à installer la transversalité dans les politiques de santé environnementale. Vous avez parlé de l'importance de disposer donc de données au niveau fin, de votre volonté de créer des villes apaisées. Rien que de le dire, moi, ça me fait rêver. Je vous remercie. Et puis, je retiendrai cette petite phrase aussi que vous avez eue, ce que je fais sans les citoyens, je le fais contre eux. C'est souvent comme ça que c'est perçu et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches qui associent le citoyen. C'est important pour que les gens se sentent acteurs finalement des politiques locales. Monsieur Angard, vous nous avez présenté l'ensemble des webinaires. Une brochure va paraître donc à destination des élus. Vous travaillez avec le réseau des villes santé OMS de façon conjointe pour accompagner les élus. Vous avez parlé de l'importance de la géographie de la santé. En santé environnementale, c'est crucial. Si on veut identifier les zones d'inégalité de santé environnementale sur lesquelles travailler, éviter cette fameuse double peine. Effectivement, on a besoin d'outils documentés de géographie de la santé. Vous avez également, à juste titre, rappelé le rôle du maire, qui est finalement le premier interlocuteur à l'écoute des inquiétudes de la population en santé environnementale. Et on sait qu'elles sont nombreuses, puisque finalement, même si nous, on travaille dans ce domaine depuis plus de 20 ans, c'est un sujet finalement émergent, la santé environnementale, et on le voit au travers finalement de la nécessité de structurer l'ensemble de cette approche avec ces comités nationaux qui se mettent en place pour accompagner les territoires. L'Agence nationale de cohésion des territoires, donc Élodie Bourgeois, merci beaucoup également d'être venue. Vous avez rappelé l'importance de ce qu'ont souligné les villes qui ont participé à votre fabrique, à la fabrique de l'innovation, la nécessité d'améliorer finalement les échanges locaux et nationaux et de créer des échelons intermédiaires entre le local
et le national. L'importance aussi d'avoir accès à l'information et donc de favoriser finalement les liens entre les différentes échelles territoriales. Par contre, il s'agit de la fabrique prospective en santé environnementale. Voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que cette question de mandat finalement transversal apparaît assez essentielle pour que les politiques locales puissent se saisir de ce sujet santé environnementale. Les données, la mise à disposition des données, c'est quelque chose qui est revenu autour de la table depuis le début de la matinée, et puis un nécessaire décloisonnement pour arriver à travailler ensemble dans aujourd'hui cette conception du One Health aussi qui traverse vraiment toutes les politiques depuis cette crise épidémique du Covid et qui a été rajoutée finalement à la suite de la consultation comme un des axes du PNSE 4. Donc c'est vraiment, je crois, quelque chose qui ressort du travail de chacun au niveau local. On a bien intégré ces enjeux. Je voulais rappeler les dates du prochain congrès de la SFSE, donc pour que vous les notiez. Il sera consacré à la crise en santé-environnement. Il aura lieu sur 2 semaines, donc du 15 au 16 novembre, avec des ateliers, dont un atelier qui est consacré à la santé, au One Health, que j'animerai avec Gilles Pipien. Et puis, vous avez parlé des 1000 premiers jours. Ça, on en reparlera dans un an. C'est un sujet auquel on réfléchit à la Société francophone santé-environnement. Donc, on vous retrouve à 13h15 pour les 2 prochains ateliers. Donc, l'atelier autour des biocides qui va être animé par Fabien Schinazi et l'atelier autour de la mobilisation des 15-25 ans qui va être animé par Catherine Secchi. Merci à tous, bon appétit et à plus tard.